Bonjour à tous. Rapidement, une petite introduction. Je suis Laurent Garnier. Je suis un des deux cofondateurs du cabinet KPM. Et pour faire simple, chez KPM, voilà ce que nous faisons. Voilà, nous faisons ça, à savoir des modélisations de parcours client. C'est notre domaine de spécialité. On fait ça à partir des verbatims de vos enquêtes de satisfaction, de vos enquêtes NPS. Et on transforme ces verbatims qu'on analyse en des modélisations de parcours client, en fait, et très logiquement, parce que le verbatim, c'est la plus belle des matières en matière de retour d'expérience. Ces modélisations, je ne vous assomme pas avec la méthodologie, c'est juste pour vous faire comprendre ce que c'est. Globalement, vous avez tous les touchpoints du parcours qui sont listés ici, qui ont été scrupuleusement identifiés dans les verbatims. Et puis, comme on travaille sur souvent des milliers de verbatims, on arrive à avoir des éléments de quantification avec ce qu'on appelle les bulles d'occurrence, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui choisissent de s'exprimer sur tel ou tel touchpoint. On voit qu'il y a des touchpoints qui sont très commentés et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et puis surtout, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. On est capable de produire, vous voyez, ces grandes barres bleues, ces grandes barres rouges. Alors, les grandes barres bleues, c'est celles-ci qui vont nous intéresser aujourd'hui, parce que ce sont les moments d'enchantement. C'est-à-dire, plus la barre bleue monte haut, plus ça veut dire que les individus qui sont très satisfaits de ce qu'ils ont vécu s'expriment avec beaucoup d'intensité sur ce moment-là, avec beaucoup d'enthousiasme, plus la barre bleue monte haut, plus ça veut dire que quand ils en parlent avec beaucoup d'implication, beaucoup d'intensité de discours. Et c'est notre spécificité, on est capable de capter les intensités de discours. Et donc, plus la barre bleue monte haut, plus vous comprenez que sur ce moment-là, on a des moments d'enchantement. Je vous dis ça parce que je vais y revenir dans 3 minutes. Donc, retenez que plus les barres bleues sont hautes, plus c'est les moments dont les clients parlent avec une intensité toute particulière. Ce que je vous propose aujourd'hui, une fois que ça c'est dit, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire finalement un retour d'expérience sur cette année, sur nos 7 dernières années, où depuis 7 ans, on fait ces modélisations. Aujourd'hui, on a fait plus de 700 modélisations. On a fêté il y a quelques mois la 700e modélisation. Et ce que je vous propose, c'est de faire ce retour sur 700 modélisations pour vous en extraire finalement, je dirais, la quintessence, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ces 700 modélisations, elles ont été faites pour les clients qui sont là. Donc voilà les logos de gens, d'entreprises pour lesquelles on a travaillé. On a accompagné globalement plus de 150 entreprises et fait 700 modélisations parce qu'il y a des modélisations qu'on fait pour plusieurs clients, enfin plusieurs modélisations qu'on fait pour chaque client, bien sûr. Et vous voyez qu'il y a des entreprises que vous connaissez, il y a peut-être votre entreprise à vous là. Et ces 700 modélisations, on a accompagné toutes sortes d'entreprises. Vous voyez, on a accompagné des grosses entreprises du CAC 40. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a accompagné des entreprises qui commencent, dont c'était, je crois que une entreprise sur deux, c'est nous qui faisons leur première modélisation. Et surtout, on a accompagné des champions de l'expérience client. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces champions de l'expérience client. Ce que j'appelle les champions de l'expérience client, c'est ces gens qui performent beaucoup dans les scores qu'on peut avoir, puisqu'on va faire des benchmarks, bien sûr, entre toutes ces entreprises. Mais surtout, c'est des gens qui sont reconnus pour la qualité de l'expérience client qu'ils proposent, notamment parce qu'ils trustent les podiums de la relation client. Alors, je pense vous voyez, dans les marques qui sont là, je pense à des L'Occitane, à des Nespresso, à des Leroy Merlin, à des Maïf, à des Toyota, enfin, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous les nommer, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont là et qui, on le sait, à des Dyson, par exemple, voilà, des gens comme ça qui trustent les podiums de la relation client. Et ce que je vous propose, c'est, ayant travaillé avec toutes ces entreprises et les ayant accompagnées, on a aussi compris comment ces gens-là travaillaient. Et ce que je vous propose, donc, c'est de faire ce retour d'expérience sur ces meilleurs, ces champions de l'expérience client, vous expliquer comment ils s'attaquent à ce sujet de l'expérience client. Et on va le faire en 2 temps. Je vais vous montrer comment les angles d'attaque qu'ils ont du sujet. Et puis, dans un 2e temps, je vous parlerai souvent de leur méthode de travail, souvent leur méthode de travail en interne. Voilà. Donc, on va faire ça en 2 temps. Ce retour d'expérience, c'est un retour d'expérience qui est essentiellement franco-français, parce que 75% des études qu'on fait sont franco-françaises, mais 25% des études qu'on fait sont aussi des études internationales. Donc, c'est un retour d'expérience qui a une petite couche internationale, je dirais, puisqu'on a travaillé, enfin, je faisais le bilan pour préparer tout ça. On travaille dans 9 langues, ça je savais, mais j'avais oublié qu'on travaillait dans 32 pays, et puis surtout qu'on avait travaillé sur les 5 continents. Je n'avais pas réalisé ça au moment où je construisais cette présentation. Donc, c'est aussi ce retour avec une petite dimension internationale que je vous propose. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais faire passer 2-3 petits messages. D'abord, c'est vous dire qu'il n'y a absolument aucune fatalité.
ce n'est pas parce que vous êtes dans un secteur qui n'est pas très glamour que vous ne pouvez pas avoir de produire des expériences clients de qualité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et j'en suis absolument convaincu. Hein. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on fait le bilan de ces 700 modélisations qu'on a pu faire, finalement, pour chaque modélisation, on est capable de produire un score d'expérience qui nous permet de mesurer la qualité de l'expérience globale proposée. Et quand on regarde le meilleur score qu'on ait jamais rencontré sur ces 700 modélisations, le meilleur score, c'est une entreprise de luxe internationale que vous connaissez tous, dont je ne peux même pas mettre le logo dans la liste des clients que je vous ai présentés. C'est eux qui ont le meilleur score. Et ce qui est intéressant de comprendre, et alors limite vous vous dites, ce n'est pas très surprenant, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'entreprise qui est juste derrière eux, et ils sont dans un mouchoir de poche, hein, l'entreprise qui est juste derrière eux, c'est une chaîne de centres auto. Et je vous dis ça parce que je trouve ça, moi, ça m'avait frappé. Vous pouvez vous faire le même constat, enfin, partager ce constat, c'est-à-dire que vous dire que vous pouvez être à la fois dans les effluves de parfum et dans le cambouis et être capable quand même de proposer une expérience client remarquable, une expérience client qui est vraiment impressionnante. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans le parfum, vous êtes dans le cambouis, et quand même, la qualité de l'expérience peut être là, au rendez-vous. Et finalement, ça nous ramène au fait que qu'est-ce que c'est que la satisfaction client, si ce n'est ce décalage permanent entre ce que le client attend et ce que l'entreprise livre. Et si le client attend ça et que l'entreprise livre là, quel que soit le secteur d'activité, eh ben, il y aura de l'enchantement à la clé. Et donc, c'est ça l'enjeu. Et dès que l'entreprise va au-delà des attentes des clients, eh ben, elle provoque de l'enchantement et forcément, elle provoque une expérience de qualité. Donc, cette logique-là, elle s'applique à absolument tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui peut y échapper. Et je pense que ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais partager avec vous avant de rentrer dans le sujet, c'est vous dire que il y a à la clé, derrière une expérience client remarquable, il y a toujours de l'excellence relationnelle. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est le grand, grand, grand facteur déterminant. C'est toujours ça qu'il y a derrière ça. Et c'est. Quand on fait le bilan de ces 700 modélisations, il y a toujours ça à la clé. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous parlais de ces grandes barres bleues qu'il y a dans nos parcours. On a fait le travail, j'ai fait le travail pour préparer cette conférence, où globalement, j'ai regardé les 700 modélisations qu'on a produites, et dans chacune de ces modélisations, j'ai isolé les 5 plus grandes barres bleues de chacune de ces modélisations. Donc, les 5 plus grandes barres bleues, c'est-à-dire les 5 moments, pas forcément les plus fréquents, mais les 5 moments les plus intenses commentés par les clients, ceux dont ils parlent avec des trémolos dans la voix, ceux qui, quand c'est bien traité, les touchent le plus, ceux qui créent les moments d'enchantement. Donc, quand on isole les 5 plus grandes barres bleues de chacune de ces 700 modélisations, donc 5 fois 700, on est sur 3500 barres bleues, et ben 95% de ces 3500 barres bleues sont des barres relationnelles. Donc, ça veut vraiment dire que l'excellence relationnelle, ce qui vraiment marque le client durablement, ce qui laisse une empreinte forte et intense, c'est du relationnel. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et c'est vraiment ça qui est le déterminant commun à toutes ces expériences, c'est l'excellence relationnelle qui est déterminante dans la qualité de l'expérience vécue. N'oublions pas que ce que j'entends par excellence relationnelle, c'est bien sûr, excusez-moi, c'est des éléments de posture, bien sûr, des éléments d'écoute, de disponibilité, voilà, bien sûr. Donc, il y a des éléments de posture relationnelle de la part des personnels de l'entreprise, des collaborateurs de l'entreprise. C'est aussi des processus. Les processus sont relationnels. Un processus de retour produit dans le e-commerce, il est évidemment relationnel. C'est-à-dire que si le processus est extraordinairement compliqué, le client va l'interpréter comme un manque évident d'orientation client. Si le processus est hyper simplifié, eh bien, le client va comprendre qu'il y a une attention relationnelle derrière un processus qui a été simplifié comme ça. Donc, derrière le relationnel, on met évidemment des éléments de posture, c'est déterminant, mais aussi des éléments de processus, n'oublions pas ça. Et on a fait cet exercice, et je terminerai mon introduction là-dessus aussi, en vous disant, n'oublions pas quand même que le digital, aujourd'hui, malgré tous les investissements, malgré les efforts qui ont été faits par les entreprises, aujourd'hui, le digital reste le parent pauvre de l'expérience client. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ce que je veux dire, c'est qu'à part les cas où, je pense par exemple à des banques en ligne, où l'appli est au cœur de la relation qu'il y a entre le client et la banque en ligne, à part ces business très spécifiques, dans les business où il y a des différents canaux, du physique, du digital, etc., le digital est aujourd'hui très, très peu commenté spontanément par les clients dans leur verbatim, donc dans les modélisations qu'on fait. Le digital, ça n'est en général que 2 à 3% du discours des clients, spontané des clients quand ils parlent de l'expérience qu'ils ont. Donc ça veut dire que c'est une expérience qui est peu marquante, qui est peu applicante,
Et c'est logique, finalement. Qu'est-ce qui ressemble plus à une expérience d'achat sur Internet qu'une autre expérience d'achat sur un autre site sur Internet, toujours? C'est d'une banalité. Les expériences digitales sont malheureusement d'une banalité effrayante. Et bien sûr qu'elles doivent être pensées. Et je pense que la crise qu'on est en train de passer participe à ça et participe à cette nécessaire recalibrage de ces expériences digitales pour en faire des expériences plus importantes, plus impactantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. 2,5% du discours spontané des clients en moyenne. Et surtout, au-delà de ce discours qui est faible en quantité, il est faible en qualité. Parce que globalement, on s'aperçoit que les barres bleues qui sont générées par le digital sont des barres bleues qui décollent pas. C'est des petites barres bleues. Donc, il n'y a pas de vrai discours d'enchantement autour de ces expériences digitales. Par contre, on est capable, sur l'expérience digitale, de créer des grandes barres rouges, bien évidemment. Voilà pour l'introduction. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer vraiment le sujet avec justement ces angles d'attaque, c'est-à-dire quels sont les prismes, quels sont les angles d'attaque par lesquels les champions de l'expérience client, ces champions de l'expérience client, attaquent justement ce sujet d'expérience client. On va voir ça, puis après, on verra leur méthode de travail interne. Premier moment, c'est leur capacité à designer des moments. Globalement, l'expérience client, qu'est-ce que c'est? Et là aussi, on voit bien la façon dont on travaille. C'est que l'expérience client, ce sont, pour chaque entreprise, 4 ou 5 moments qui sont des moments clés des interactions qu'ils ont avec leurs clients et qui sont designés au cordeau. Quand je entends designer au cordeau, c'est-à-dire que c'est des moments qui ont été extrêmement bien pensés de façon à ce que le moment soit un moment fort de la relation entre le client et l'entreprise et que ce moment soit designé de façon à être extrêmement efficace pour les clients, qu'il y ait une efficacité autour de ce moment-là, de ce moment clé, et qu'en même temps, le moment ne soit pas juste efficace, qu'il soit aussi fort émotionnellement. Alors, c'est le grand moment de cette présentation, etc. Est-ce que la vidéo que je vais vous passer va marcher? Mais globalement, je vous explique un tout petit peu le contexte avant de vous montrer la vidéo. On est chez KLM, et c'est la façon dont le département des objets perdus chez KLM a attaqué le sujet. Globalement, leur sujet, c'était, et ils se sont rendus compte que quand ils retrouvaient, au moment où ils faisaient le check-up de l'avion, au moment où l'avion est arrivé à l'aéroport d'Amsterdam à Schiphol, et que les personnels qui faisaient le nettoyage de l'avion trouvaient les objets qui avaient été oubliés par les clients, qui le doudou du gamin, qui le téléphone, qui un sac, etc., etc., ils s'étaient rendus compte que finalement, l'idéal, c'était d'être capable de ramener l'objet à son propriétaire tant que le propriétaire était encore dans l'aérogare. Parce que dès qu'il sort de l'aéroport, c'est terminé. Il part dans la nature et on ne peut plus le retrouver. Donc, il s'était mis en tête d'essayer de retrouver le plus tôt possible le propriétaire de l'objet tant qu'il était dans l'aérogare. Et vous allez voir la solution qu'ils ont trouvée, qui est à la fois incroyablement efficace et vous allez voir très forte émotionnellement. C'est la vidéo que je vais tenter de vous passer maintenant. Ça, c'est le petit tour de passe-passe. La vidéo, le son est très faible, donc n'hésitez pas à monter le son. J'essaierai de ne pas parler dessus. De façon à ne pas vous irriter les oreilles, et puis je reprendrai derrière pour vous partager ça avec vous. Alors, je tente le moment, nouveau partage, toc, la vidéo, voilà, je la remets au tout début, toc, et c'est parti. Ja, ontzettend leuk. Persoonlijk vind ik hem gewoon een aanwinst voor het bedrijf. En hij kan ook echt iets wat niemand anders kan. Ons primaire doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor social media in de gaten en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Trainen op spierkracht, uithoudingsvermogen en ja, socialiseren. Ja, en als je die reacties ziet, dan is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij
hij komt regelmatig langs. Maar ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik verwen hem ook wel. Mind your step. Mind your step. L'idée, c'est vraiment d'être capable de designer ces moments. Et c'est exactement ce que font les meilleures entreprises. C'est-à-dire qu'elles ont cette capacité à prendre un moment, le penser de façon efficace et le penser de façon à en maximiser l'impact émotionnel. Je vous donne un autre exemple de ça. On est chez Grand Optical il y a quelques années. Grand Optical, c'est une entreprise absolument formidable. Je pense que ça a été peut-être la première entreprise en France à véritablement penser expérience client et à penser design de certains moments. Un moment clé chez Grand Optical, il y a des années, c'était le moment où ils avaient remarqué que souvent, un pic d'affluence chez eux, c'était à la sortie des écoles. C'est-à-dire qu'à la sortie des écoles, il y a un des deux parents qui venait en magasin avec sa fille et son fils, et on faisait les lunettes des enfants, d'un des deux enfants. Et c'était souvent à ce moment-là. Et le problème, c'est que quand papa ou maman débarquaient avec le fiston et la fille en magasin chez Grand Optical, c'était très difficile de gérer les enfants parce que les enfants, ils avaient des lunettes partout, ils touchaient à tout, ils étaient déchaînés après une journée d'école et forcément, c'était très difficile de faire du business parce que la mère passait son temps ou le père passait son temps à chasser les enfants, etc. Bref, c'était peu favorable au business. Et tout d'un coup, ils ont eu l'idée de se dire, eh ben, on va proposer un goûter aux enfants. Et donc finalement, l'idée, c'était toute simple et avec l'accord des collaborateurs, c'est que le collaborateur, quand il voyait le triptyque familial arriver en boutique, s'assurait de l'accord du parent et proposait aux enfants en leur disant « Est-ce que ça vous dit un petit chocolat chaud ?» Il descendait à leur niveau, il s'agenouillait et leur disait « Les enfants, est-ce que ça vous dirait un petit chocolat chaud et des gâteaux ?» Et forcément, oui, ça leur disait. Et donc, ils partaient 5 minutes en cuisine, parce que du coup, ils avaient créé une petite cuisine. Ils faisaient les deux chocolats chauds, il apportait des gâteaux et on s'asseyait autour d'une table. Et finalement, tout d'un coup, on était à table. Les enfants étaient absolument ravis parce que chocolat chaud, petit gâteau, ils étaient aux anges. Le parent était bien sûr aux anges parce que quand on s'occupe aussi bien de leurs enfants, le parent était, etc. Et tout d'un coup, le business, on avait créé les conditions d'une discussion business possible. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moment qui soit à la fois efficace pour le business et fort émotionnellement parce que les enfants, ils étaient ravis, ils sortent de Grand Optical, ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner chez Grand Optical la prochaine fois. Et le parent qui était là, qui les a accompagnés, est forcément ravi parce que les enfants sont ravis. Enfin bref, on comprend bien l'idée. Et voilà, typiquement, deux moments qui sont très bien designés, deux moments qui sont clés chez KLM ou chez Grand Optical et qui sont très bien pensés, de façon à être à la fois efficaces et fort émotionnellement. C'est ça l'enjeu. Et les grands savent designer ces moments. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que les champions de l'expérience client ont en commun le fait d'être tous excellents dans la résolution du problème du client. Ils sont tous très forts là-dessus. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont tous ça en commun. Que le problème du client soit commercial, administratif, technique, etc., la résolution du problème du client, c'est toujours un de ces 4-5 moments de vérité sur lesquels ils ont mis un point d'honneur à être excellent dans le traitement de ce moment-là. Alors, je vais vous raconter une histoire là-dessus qui vous montre à quel point, aujourd'hui, l'enjeu n'est pas tellement d'être capable de résoudre le problème du client. Enfin, si vous n'êtes pas capable de résoudre le problème du client, c'est forcément problématique. Donc, l'enjeu n'est pas dans la résolution du problème aujourd'hui, elle est dans la façon dont vous le résolvez qui est importante. Et la façon dont vous le résolvez, le processus que vous faites vivre à votre client, est maintenant presque plus important que le fait que vous le résolvez ou non son problème. Je vous donne un exemple. Un exemple que j'ai souvent raconté, mais qui, je trouve, traduit ça très bien. L'exemple, c'est un client qui me raconte ça il y a des années, qui est chez lui un matin, qui fait du télétravail, il est peut-être en avance de phase sur la société, et qui m'explique qu'il est chez lui ce matin-là et que ça sonne, et il ouvre et il reçoit la livraison d'Amazon, où chez Amazon, il a commandé un bouquin. Et quand il ouvre le paquet, il se rend compte de quoi? Il se rend compte qu'il s'est trompé. C'est-à-dire que quand il ouvre le paquet, il se rend compte qu'il a recommandé le tome 1 alors qu'il voulait commander le tome 2. Donc, il appelle la hotline d'Amazon, explique ça, tombe sur une fille chez Amazon et la fille d'Amazon lui dit tout de suite, de but en blanc, « Monsieur, aucun problème, vous gardez le tome 1, je vous renvoie gratuitement le tome 2. » Et à l'époque, il est vraiment très surpris par ça et il lui fait même répéter, etc., confirmer, etc. Et la fille confirme, Il raccroche, il est vraiment impressionné par ça.
Et il est d'autant plus impressionné que 2 heures après, il va y avoir une nouvelle livraison chez lui, et il va vivre ce que les Anglais appellent un side-by-side, et vous allez comprendre l'intérêt de ce side-by-side. Deuxième livraison, et là, c'est un autre livre qu'il a commandé, c'est un grand amateur de livres, qu'il a commandé chez un concurrent d'Amazon, dont je tairai le nom. Enfin, je vais essayer de le taire parce que parfois, malheureusement, il sort. Mais il a commandé ce livre chez ce concurrent d'Amazon. Et quand le livre arrive, il a commandé en fait ce que les Anglais appellent un coffee table book, c'est-à-dire un livre qui a 2 fonctions. Une fonction de lecture, bien sûr, mais aussi une fonction décorative, c'est-à-dire que ce livre, c'est vraiment un beau livre, donc on va le laisser aussi sur la table basse du salon parce que ça fait bien et qu'il est joli et tout ça. Et donc, du coup, le bouquin a une fonction de lecture, mais aussi une fonction décorative. D'où la déception qu'il a, parce qu'au moment où il reçoit cette deuxième livraison de la matinée, il s'aperçoit que le livre est écorné. Donc, bien sûr qu'il peut le lire, mais un livre écorné sur une table basse, c'est forcément moins bien. Et donc là, deuxième coup de fil de la matinée, il appelle la hotline de ce concurrent, raconte son histoire, et là, il a quelqu'un au bout du fil qui lui fait « Ah oui », bref, il a le droit à 2 minutes marécageuses de borborithme, du genre « Ah mince, embêtant, gros, 2 minutes comme ça, 2 minutes marécageuses, conclues par un « Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos ?» Et c'est dingue, parce qu'en fait, il se dit « Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos ?» En fait, il fait le bilan de sa matinée, c'est-à-dire que quand il raccroche, il se dit « C'est terrible », parce qu'il fait le bilan de sa matinée, il se dit « D'un côté, c'est incroyable, c'est moi qui me trompe et c'est eux qui prennent à leur charge le prix de mon erreur, presque. Et de l'autre côté, ils sont incapables d'emballer des bouquins comme il faut et c'est à moi de montrer patte blanche. » Et ce qui est terrible, c'est que 48 heures après, pourtant, les deux nouveaux bouquins sont chez lui, le tome 2 et le nouveau Coffee Table Book. Et ce Coffee Table Book, il coûte beaucoup plus cher que le tome 2. Mais chez lui, dans sa tête, c'est terminé. C'est-à-dire que d'un côté, il se dit il y a de l'excellence relationnelle, il y a quelque chose de très fort, il y a, etc. Et de l'autre côté, il y a, c'est pas du tout la même posture. Et rien que là-dessus, son choix est définitivement fait entre ces deux entreprises qui livrent des bouquins. Et son choix ira toujours spontanément vers Amazon, d'abord par rapport au concurrent. Et ce qui est terrible, c'est que le concurrent peut faire toutes les campagnes de pub qu'il veut derrière, c'est terminé pour lui, c'est terminé sur ce détail. Et ça vous montre bien à quel point, en matière de résolution client, mais globalement en matière de relation client, le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Quelle est la grande différence entre ces deux expériences? C'est 2 minutes marécageuses et est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Et ça montre bien à quel point ces moments doivent être pensés, très très bien pensés, et que la résolution du problème du client doit être extraordinairement bien pensée et fluide et bien faite dans l'intérêt du client, bien évidemment. Troisième prisme par lequel les champions de l'expérience client s'attaquent à ce sujet, c'est cette idée d'être très bon là où les autres sont mauvais. Ça m'a frappé et je vais vous expliquer pour ça à quel point en fait, les champions sont obsédés par cette histoire-là. Pourquoi être très bon là où les autres sont mauvais? Parce que c'est là où vous faites les gros écarts. Parce que être très bon là où les autres sont mauvais, c'est beaucoup plus efficace que être très bon là où les autres sont bons. Parce que les écarts sont évidemment beaucoup plus perceptibles. Je vous donne quelques exemples. Ça peut relever d'une stratégie d'entreprise, cette idée d'être très bon là où les autres sont mauvais. Je pense que c'est typiquement ce que Maïf a fait il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, quand vous êtes assuré, que vous avez un sinistre et que vous voulez joindre votre assureur, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est-à-dire que l'assureur n'est pas au rendez-vous, c'est le moment où l'assureur globalement se transforme en autruche, vous ne savez même pas où le joindre, il ne répond pas, il met des jours, voire des semaines à répondre. Je l'ai honnêtement largement étudié pour beaucoup d'assureurs à l'époque, c'est une catastrophe. Maïf, lui, fait le pari inverse. Ils se disent, puisque tout le monde est mauvais là-dessus, nous, on va mettre un point d'honneur à être très bon là-dessus. On est mutualiste, c'est dans notre ADN, mais ça fera d'autant plus la différence si on est très bon là où les autres ne sont pas bons, là où nos concurrents ne sont pas bons. Et donc Maïf s'est dit, on va être très bon dans la gestion des sinistres. Et je pense que l'extraordinaire image qu'a Maïf aujourd'hui, elle a trouvé sa source dans ce choix stratégique de se dire, nous, la gestion des sinistres sera remarquable, orientée client, etc. Et Dieu sait si Maïf fait beaucoup de choses en matière de extraordinairement bonne gestion de ces sinistres, des sinistres de ses clients. Ça relève aussi d'une stratégie d'entreprise, d'une mission d'entreprise. J'ai été frappé parce qu'on a travaillé pas mal avec Dyson ces derniers temps, dans plusieurs pays dans le monde. Et quand vous allez chez Dyson, près de Bristol, en Angleterre, dans le QG, dans le headquarter de Dyson, il y a des phrases de James Dyson, le fondateur, et notamment une qui m'a frappé. Il y a une phrase de James Dyson qui est placardée au mur comme ça dans leur bureau,
Et la phrase, il dit « Notre mission est simple, résoudre les problèmes que les autres ignorent. » Notre mission est simple, résoudre les problèmes que les autres ignorent. Ça dit tout de l'ambition de Dyson. Et ça dit tout du fait que Dyson s'évertue à se pencher sur des problèmes que les autres ne veulent même pas voir. Et là aussi, Dyson est clairement dans cette idée d'être très bon là où les autres sont mauvais. Et si Dyson est capable de sortir des produits aussi innovants que ceux qu'ils produisent, c'est évident parce qu'ils ont évidemment ça en tête. Troisième exemple, je vais vous donner d'être très bon là où les autres sont mauvais. On l'a vu par exemple en travaillant avec Bulgari. Bulgari est une entreprise de luxe que vous connaissez. Ce qui est spectaculaire quand vous travaillez avec Bulgari, c'est que vous avez, quand on travaille notamment sur la prestation du service client de Bulgari, c'est que les clients sont absolument bluffés par une chose toute simple et ils mettent 10 sur 10 pour cette seule et unique raison. 10 sur 10 pour une seule et unique raison qui est ils sont bluffés par la qualité de transmission de leur dossier d'un collaborateur A à un collaborateur B. Globalement, l'idée, c'est que j'ai parlé avec Marc le lundi, je parle avec Mathieu le lendemain, et Mathieu, c'est exactement au détail près tout ce qui s'est dit avec Marc. Et on est tous habitués à ça, c'est-à-dire qu'on sait tous que quand on passe d'un collaborateur A à un collaborateur B, en tant que consommateur, on sait tous qu'il y a toujours de la déperdition d'informations, même quand c'est plutôt bien fait, il faut toujours répéter des trucs, ou il y a toujours des trous dans la raquette, etc. Et là, c'est là le point fort de Bulgari, c'est que là où tous les autres sont soit pas bons, soit vraiment pas bons, soit coup-ci, coup-ça, eux, ils sont absolument excellents. C'est tout bête. Mais la transmission de toute l'information entendue par Marc et récupérée par Mathieu est absolument parfaite. Et il n'y a aucune faille là-dedans. C'est absolument sans couture. Et dernier exemple pour vous montrer à quel point cette idée de être très bon là où les autres sont mauvais, elle est puissante. C'est que on a travaillé avec ce centre auto dont je vous parlais, cette chaîne de centre auto qui est remarquable, et on a travaillé pour eux dans plusieurs pays européens. Et une des constantes chez eux, c'est que, par exemple, ils font extraordinairement attention à ce qu'un client qui arrive 5 minutes avant la fermeture soit traité de façon pleine et entière. On ne lui fait jamais sentir à ce client qu'il dérange, qu'il va nous mettre en retard, que c'est l'heure de la sortie, qu'il serait mieux de revenir demain ou qu'on va l'expédier, etc. En fait, c'est une philosophie interne de se dire un client arrive en temps et en heure, on va prendre le temps qu'il faut pour le traiter. Et ils sont remarquables là-dessus. Remarquables là-dessus. Ils ne rushent jamais leurs clients. S'il faut rester une demi-heure de plus pour regarder ce qui se passe dans la voiture de ce client ou lui faire un diagnostic ou l'accompagner, etc., on prendra la demi-heure qu'il faut. On la rattrapera, on se débrouillera en interne derrière, etc. Ils ont une organisation pour ça. Mais la priorité, c'est qu'un client qui arrive en temps et en heure dans nos locaux, on le traite pleinement et entièrement. Et on ne le rush jamais. Vous voyez à quel point être très bon là où les autres sont mauvais, ça peut être parfois très simple. Ça peut relever d'une stratégie d'entreprise, ça peut relever de bonnes pratiques, tout simplement, très facilement applicables quand on y pense. Quatrième angle d'attaque, c'est cette idée d'être bon pendant la vente, mais d'être surtout excellent après la vente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on s'est rendu compte dans nos travaux, et notamment on fait des travaux chez KPM autour de ce qu'on appelle l'enchantement client. C'est des choses que j'avais déjà partagées chez vous à la marque plusieurs fois. Et on s'aperçoit au fil des vagues qu'on fait, parce qu'on fait des vagues à peu près tous les 2 ans là-dessus, même si la dernière date déjà il y a plus de 3 ans, donc j'exagère un petit peu, mais enfin globalement, on s'aperçoit que plus ça va, et plus quand on demande à des clients, à des consommateurs, de nous raconter leur plus belle expérience de consommation de l'année, qui est la question clé qu'on pose dans cette étude, plus ça va, et plus au fil des vagues, qu'on a commencé il y a plus de 12 ans maintenant, plus ça va, et plus ils nous parlent de l'après-vente. Plus ça va, et plus dans leur expérience de consommation extrêmement positive, en fait, ils nous parlent de choses qui se situent après la transaction. Et en fait, c'est logique. C'est logique, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de plus en plus de ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'enjeu, quand vous êtes consommateur, ça n'est plus tellement ce que vous achetez, mais à qui vous l'achetez. Pourquoi je dis ça? Parce que globalement, réfléchissez. Le même ordinateur, le même téléphone portable, vous pouvez l'acheter à 30 enseignes différentes, 15 enseignes magasins, ce que les Anglais appellent brick and mortar, des enseignes physiques, mais aussi facilement sur au moins 15 à 20 sites Internet différents. Donc, l'enjeu n'est plus le téléphone ou l'ordinateur que j'achète, mais à qui je vais l'acheter. Et c'est ça ce qui se passe dans la tête des consommateurs. Et plus le consommateur est dans cette logique de à qui je vais acheter ce produit, ce téléphone ou cet ordinateur ou autre chose, et
Et plus se pose la question lancinante de plus en plus, qui est comment ces gens-là se comporteront le jour où il y aura un problème. C'est ça la phrase clé. Comment vont-ils se comporter le jour où il y aura un problème? Et plus le consommateur est dans cette logique de comment les gens, et dans cette anticipation de comment ils seront ces gens-là le jour où il y aura un problème, plus forcément il regarde des éléments de réassurance là-dessus. Et je pense que, là, une fois de plus, je pense que typiquement, je trouve que ce que fait Maïf est extrêmement éclairant là-dessus. Je trouve que Maïf se distingue, notamment dans sa communication, très fortement de beaucoup de ses concurrents. Ce que je veux dire par là, c'est que Maïf ne parle jamais de la transaction dans sa communication. Quasiment jamais. Il ne parle que de l'après-transaction. Il ne parle que de ce qui va se passer après. Ils ne parlent que de ça. Et ils passent leur temps à rassurer leurs clients sur le fait que s'il y a le moindre souci, s'il y a le moindre, ils seront là, ils seront au rendez-vous, ils sont fiables, on peut leur faire confiance. Et je trouve que la communication de Maïf, qui est à 95% sur l'après-transaction, se distingue fortement de la communication de beaucoup de ses concurrents, qui sont, eux, à 95% sur la transaction. Et je trouve que ce distinguo-là, il est extrêmement intéressant, parce qu'il montre bien à quel point aujourd'hui, il faut rassurer sur le fait de rassurer sur le fait que vous serez présent, que vous serez là, qu'on peut compter sur vous une fois que la transaction sera conclue, c'est aujourd'hui une des meilleures façons de vendre. C'est un des meilleurs arguments commerciaux. Et c'est ça qui est en train de changer fondamentalement, et c'est ça qui est en train d'évoluer. Donc, plus les entreprises se montrent rassurantes sur le fait qu'elles seront là après la transaction, plus elles sont efficaces dans leur vente aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, je pense, ce qui est important. Il faut comprendre que la transaction a été très longtemps perçue comme la fin de la relation, et qu'aujourd'hui, la transaction, c'est en fait le début de cette relation. Et c'est ça qui a changé, et c'est ça qui est en train de changer fondamentalement. Cinquième angle d'attaque, c'est l'idée de présupposer la défiance, la défiance des clients. Alors, j'étais intervenu il y a une dizaine d'années à la marque pour parler de la société de défiance et parler du fait qu'on rentrait de plein pied dans cette société de défiance. Je pense que les 10 années qui viennent de s'écouler ont largement confirmé ça. On est dans une société de défiance, on y est de plein pied, une défiance du citoyen vis-à-vis des politiques, une défiance du citoyen vis-à-vis des médias. On est là-dedans. Et en fait, le constat qu'on peut faire, c'est que les meilleures entreprises sont celles qui présupposent la défiance de leurs clients. Et c'est déjà le message que j'ai essayé de vous faire passer il y a une dizaine d'années, et j'en suis, plus ça va et plus c'est évident aujourd'hui. Il faut présupposer la défiance de vos clients. Il faut comprendre que les champions de la présupposition, je ne sais pas, je m'embarque dans un truc difficile, les champions de la présupposition, je ne sais pas comment, vous me comprenez, de la défiance. Ce sont les e-commerçants. Les meilleurs e-commerçants, je veux dire. Pas ceux qui se sont attaqués par des prix bas, ceux qui se sont attaqués au marché par la qualité de l'expérience qu'ils proposent. Alors, bien sûr qu'il y a Amazon, etc. Et je sais que Amazon en irrite certains, mais il y a Amazon, il y a Vente Privée, il y a Azos, enfin bref, c'est des entreprises remarquables qui ont élevé les standards relationnels. Pourquoi ces gens-là sont intéressants à regarder aujourd'hui? Parce que finalement, réfléchissez, il y a 12-15 ans, quand ils se lancent en France, il faut qu'ils résolvent une équation terrible. En fait, il faut qu'ils vendent des produits que les gens ne voient pas au moment de l'acte d'achat, que ces gens achètent ces produits à des gens qu'ils ne verront jamais, et à l'époque, via des moyens de paiement dans lesquels ils n'ont aucune confiance. Des produits que je ne vois pas à des gens que je ne verrai jamais, avec des moyens de paiement dans lesquels je n'ai aucune confiance, c'était la quadrature du cercle. Enfin, c'est vraiment, il fallait qu'ils s'attaquent à ça, il fallait qu'ils s'attaquent à cette défiance originelle. Et donc, en présupposant, et ils n'avaient pas le choix, ils étaient bien obligés, en présupposant la défiance structurelle, originelle de leurs clients vis-à-vis de ce qu'ils étaient finalement, eh ben, ils ont été condamnés à l'excellence. Et condamnés à l'excellence, ça veut dire que c'est des gens qui se sont attaqués scrupuleusement à tout leur processus, de façon à éliminer toutes les traces de défiance dans ces processus. Il n'était pas question de rajouter de la défiance à cette défiance originelle qui était déjà beaucoup trop pour eux. Et donc, en s'attaquant à tout leur processus et en dégageant toute trace de défiance, ils sont devenus nettement meilleurs que les autres. Et ils ont élevé les standards relationnels considérablement et ils ont obligé les autres entreprises à se repositionner, à réélever leurs standards relationnels parce qu'ils les ont mis à un niveau extraordinairement haut. Qu'est-ce que ça veut dire présupposer la défiance de vos clients de façon peut-être plus concrète? Je vais vous donner un exemple tout simple, tout bête. On a travaillé récemment dans le Drive pour différents acteurs, en tout cas pour un acteur, ce qui nous a obligé à regarder un petit peu ce que les concurrents faisaient.
Et on s'est aperçu que les meilleurs drivers, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, enfin, les meilleurs prestataires en matière de drive, avaient une bonne pratique. Et la bonne pratique était celle de cette idée que quand vous venez chercher les produits que vous avez commandés sur Internet, sur le lieu de vente, au drive, eh ben, leur premier réflexe, c'est de vous montrer d'entrée les produits qui posent le plus problème. Et les produits qui posent le plus problème en matière de drive, c'est forcément les produits frais, parce que selon les produits que vous avez pris, une poire, elle peut être absolument délicieuse ou trop dure, trop machin, trop pourrie, etc., etc. Donc, leur réflexe, c'est de vous montrer tout de suite, d'entrée, quand vous arrivez, les produits les plus problématiques, les produits frais. Et ils vous montrent ça dans des cagettes de façon à ce que ça soit hyper tranquille, hyper visible. Et ils travaillent ainsi et ils présupposent ainsi la défiance de leurs clients parce qu'en vous montrant d'entrée les produits qui posent a priori problème, ils vous rassurent sur le fait que si c'est bon là, tout le reste de la commande est parfait. Et je trouve que c'est une façon très simple de présupposer la défiance de ses clients et finalement de rétablir justement un lien de confiance avec ses clients parce que si je vous montre ce qui pose problème d'entrée, eh ben, c'est que je suis franc du collier, presque. Sixième angle d'attaque, c'est l'idée de, et c'est le dernier angle d'attaque, c'est cette idée de singulariser l'expérience après l'avoir facilitée. Je vous parle de ça parce que globalement, c'est cette idée qu'on s'aperçoit, nous, si vous voulez, que les années de facilitation de l'expérience sont derrière nous. C'est-à-dire que depuis 12 ans, notamment sous l'impulsion de ces e-commerçants dont je vous parlais tout à l'heure, les process se sont beaucoup simplifiés. On a beaucoup parlé de la simplification de la vie du client. Il fallait simplifier, etc. Le CES, le Customer Effort Score, dont Daniel Ray nous a souvent parlé ici, confirme ça. C'est-à-dire que c'est devenu un angle d'attaque stratégique des entreprises. On simplifiait l'expérience des clients. Bon. Ce qui est important maintenant, c'est de comprendre que ça c'est beaucoup moins efficace que ça n'a été. Avant, je simplifiais, ça enchantait. Aujourd'hui, ça n'a plus la même efficacité. Vous simplifiez, c'est normal. Et c'est même, je dirais, si vous ne simplifiez pas, que ça va se compliquer pour vous. C'est-à-dire que si vous ne simplifiez pas, ça va devenir critique. Ce qui vous montre bien que cette notion de simplification, c'est devenu un quasi-dû aujourd'hui pour les consommateurs. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit, si vous voulez, on comprend bien qu'on est passé de l'autre côté de la montagne. Vous voyez, on a franchi un col là-dessus et qu'on est dans une efficacité déclinante de l'idée de simplification. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui succède finalement à la simplification, c'est l'idée d'hyper-personnalisation, ce que nous, on appelle chez KPM la singularité de l'expérience. La singularité de l'expérience, c'est cette idée de personnaliser, mais ce n'est pas juste, je vous appelle par votre prénom, etc., parce que ça, c'est de la singularité à la petite semaine. Singularité de l'expérience, c'est cette idée de faire sentir à un client que l'expérience qu'il vit n'est absolument pas une expérience standard. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Quand vous travaillez dans l'automobile, dans le secteur automobile, vous apercevez d'une chose, vous apercevez qu'il y a encore 5, 6 ans, 7 ans, il y avait quelque chose de très efficace. C'était au moment où le client arrivait pour la livraison de la voiture qu'il avait achetée, c'est-à-dire qu'il venait prendre possession de sa voiture en concession, on lui livrait sa voiture, ce qui était déjà une bonne chose, mais surtout, on lui offrait un petit cadeau en plus, qui était, il y avait le couple magique, à savoir la bouteille de champagne et le bouquet de fleurs. Alors, bouquet de champagne, la bouteille de champagne pour monsieur, le bouquet de fleurs pour madame. C'était un peu sexiste, mais enfin, c'était un peu caricatural, mais enfin, c'était comme ça. Et ça marchait très bien. C'était très bien perçu. Les gens parlaient de ce moment-là comme un moment d'enchantement. Et en plus, il y avait le champagne et les bouquets de fleurs. Ils trouvaient ça formidable. C'était la fête. Et ce qui est spectaculaire, c'est qu'on a constaté très vite, au fil des années, à quel point l'efficacité de ce couple bouquet-bouteille commençait à décliner. Pourquoi? On a commencé à le comprendre dans les verbatims. C'est que globalement, les clients trouvaient que c'était totalement standard. C'est-à-dire que tout le monde recevait le même cadeau. Finalement, il n'y avait aucune application derrière parce qu'ils comprenaient bien le processus derrière, à savoir que à la dernière seconde, le commercial allait chercher la bouteille dans le frigo, prenait un bouquet de fleurs qui était là parmi 30 autres bouquets de fleurs, venait, les offrait, application frisant le néant. Et donc, du coup, aujourd'hui, on était finalement dans une expérience totalement standardisée, sans valeur ajoutée, je dirais. Et aujourd'hui, en fait, la démarche qu'ont suivi les meilleurs dans l'automobile, c'est qu'une des missions du vendeur, c'est bien sûr de vendre la voiture, ça, sinon il n'est plus là, mais c'est aussi de s'intéresser au client et notamment de capter un de ses centres d'intérêt. Et capter un de ses centres d'intérêt, ça permet quoi? Ça permet finalement de lui offrir un cadeau beaucoup plus personnalisé. S'il est intéressé par tel ou tel sujet, on va lui offrir une place de spectacle ou un bouquin, par exemple, qui soit lié à ce centre d'intérêt. Et forcément, au moment où on offre un livre à un passionné de montagne, on lui offre un livre sur la montagne ou une place à un salon de la montagne qu'il peut y avoir, etc., il sera à l'évidence beaucoup plus touché
que par un cadeau standard, un cadeau standardisé comme celui dont on parlait avant. Voilà les choses. Je ne suis pas en avance, donc je vais accélérer sur la deuxième partie. Ça va aller, Marie-Louis? Ça va aller, mon cher Laurent. Tu vois. Bon. Comme quoi, moi, j'ai tenu le timing. C'est vrai. Mais je vais être rapide là-dessus. Donc, maintenant, je vais vous parler des méthodes de travail. Maintenant qu'on a vu les angles d'attaque, je vous parle de ça, la façon dont ces gens-là travaillent. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les champions de l'expérience client se limitent à 4 chantiers maximum par an. Et ça, c'est spectaculaire. Et je l'ai vu partout. Les meilleurs circonscrivent leur combat. Il y a vraiment cette idée de je ne mène que 4 combats par an. Et c'est très simple. C'est-à-dire que si je suis sur 10 chantiers en même temps, eh ben, c'est comme si j'étais sur aucun chantier. Je ne peux mobiliser mes troupes que sur 4 chantiers et c'est un maximum par an parce que je peux leur dire, les gars, aujourd'hui, cette année, ce que j'attends de vous, c'est ça, ça, ça et ça, pas plus. Et on peut leur demander leur attention, et on peut leur demander de se concentrer là-dessus et on peut leur demander de produire un effort particulier pour s'améliorer là-dessus. Et ça, c'est possible. Mais 10 chantiers, c'est impossible. Donc, limiter ces combats à 4 chantiers par an, c'est un maximum. Et l'important, c'est de choisir ces chantiers 4 par 4 et de se redire chaque année quels sont les 4 chantiers sur lesquels que je vais mener à fond cette année. Et c'est comme ça qu'on progresse le plus. Les entreprises qui progressent le plus sont dans cette logique-là. Deuxième chose, les champions d'expérience client travaillent en task force. Et moi, ça m'a marqué de voir à quel point, chez beaucoup, ce travail en task force est prodigieux. C'est-à-dire qu'on l'a vu chez Sephora, chez Cofidis, chez Air France, dans plein d'exemples, où dès la première restitution d'études, tous les départements de l'entreprise sont autour de la table. Parce qu'on partage un diagnostic tous ensemble. Je l'ai vu chez Sephora, par exemple, où c'était la première fois on travaillait sur une expérience miroir. On produit ces expériences miroirs, on met en miroir l'expérience client et l'expérience des collaborateurs. Et bien parce qu'on travaille sur l'expérience miroir, dès les premières restitutions, la formation est là. Parce que si on parle du collaborateur, la formation doit être là. Parce que forcément, ce qu'on va raconter dans cette mise en miroir de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, ça concerne les programmes de formation et ça va impacter les programmes de formation. Donc, chez Sephora, dès les premières réunions, parmi d'autres départements, la formation est là. Ça m'a marqué, on a travaillé chez Cofidis en Belgique. Et chez Cofidis en Belgique, j'étais stupéfait. Première institution, il y avait 35 personnes autour de la table et il y avait 10 départements différents représentés autour de la table. Et ça permettait un échange beaucoup plus qualitatif d'entrée, parce que finalement, on était là pour restituer, pour poser un diagnostic avec eux, et tous étaient là autour de la table à pouvoir réagir. Et donc, ça, c'est une force. Et finalement, on s'aperçoit que ceux qui travaillent très bien sont capables, comme ça, de mettre tout le monde autour de la table. Je pense à des entreprises qui ont beaucoup progressé et qu'on suit depuis des années. Je pense à une entreprise comme MAF, qui progresse de façon étourdissante. MAF, c'est une entreprise qui a fait des progrès mais colossaux en matière de relations clients. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a une restitution, tout le monde est là autour de la table. Et je vois bien qu'il y a des éléments de partage entre les différents départements et qu'il y a une volonté qu'ils ont compris le côté exhaustif de l'expérience client et ils mettent tout le monde autour de la table. Bouygues Télécom aussi, on a travaillé avec eux en 2 ans. Voilà une entreprise qui avait quitté les podiums de la relation client, qui les a retrouvés. Et je sais très bien pourquoi. Parce que globalement, au-delà des diagnostics qu'ils nous ont confiés, derrière, il y a une volonté de mettre ça en musique formidable en mettant toutes les parties prenantes autour de la table. Même chose chez Engie, là aussi, j'ai vu ça aussi, pareil, c'est le même constat. Au moment, il y a 7-8 ans, ils ont commencé à s'attaquer d'arrache-pied à leur processus, et pour s'attaquer au processus, et bien, tout d'un coup, ils ont mis là aussi toutes les parties prenantes. Et le dernier exemple que je vais vous donner, qui est un exemple totalement spectaculaire, c'est chez Hello Bank. On a travaillé pour Hello Bank, c'est une banque en ligne. Cette banque en ligne, le constat qu'on a fait à l'époque pour eux était très compliqué. Et ce qui est spectaculaire, c'est qu'ils ont déclenché, mais à toute vitesse, le fait de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. On est sur une banque en ligne, et voilà une entreprise qui a gagné 62 points de NPS, 62 points de NPS en 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du diagnostic, il y a eu cette volonté chez eux de mettre tout le monde autour de la table et d'y aller tous ensemble pour sortir, pour produire une expérience client beaucoup plus intéressante que celle qu'elle produisait à l'époque. Et voilà une entreprise qui a incroyablement progressé de façon spectaculaire. Troisième chose, ce qui est important chez ces champions, c'est leur capacité à se jeter sur les détails. C'est-à-dire que, vous vous rappelez ce que je vous ai proposé, cette modélisation dont je vous parlais, je vous ai montré les bulles bleues qu'il y avait en bas avec des gros scores d'occurrence. Et bien, chez les champions, ce qui les passionne, ce n'est pas les trucs à 30% d'occurrence, 20% d'occurrence, c'est les trucs à 1% d'occurrence.
voire moins d'1% en l'occurrence. Parce qu'ils savent que c'est là que ça se passe. Ils savent que là sont les signaux faibles. Et qu'en regardant ça à la loupe, en regardant ces signaux faibles à la loupe, ils vont demain progresser. Parce que c'est en s'attaquant aujourd'hui à ces signaux faibles qu'ils seront sur les trends de demain. Et ça, ils l'ont très bien compris. Et c'est, moi, je me rappelle, il y a des années, on parlait avec Maria Flamand de Leroy Merlin, mais aussi chez Maïf, aussi, avec Nicolas Courgeot. Je vois bien à quel point Maria ou Nicolas sont des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est les détails. C'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les passionne parce qu'ils savent que, alors souvent parce qu'ils ont souvent résolu les autres problèmes avant, mais leur volonté et leur attention, elle est sur ces éléments détaillés parce que c'est là que ça se passe. Quatrième chose, et j'accélère toujours, Marie-Louis, c'est cette prise en compte de plus en plus systématique du point de vue du collaborateur. En fait, les champions d'expérience client se sont rendus compte aujourd'hui que si vous voulez avancer, si vous voulez résoudre les problèmes, et ça va en résonance avec tout ce que je viens de vous dire avant, il fallait de plus en plus intégrer le point de vue du collaborateur. Pour beaucoup de raisons, et notamment pour une raison toute simple, c'est celle de mettre au même niveau la voix du collaborateur par rapport à la voix du client. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on peut considérer que souvent les collaborateurs subissent la voix du client. On n'arrête pas de leur dire le client veut ci, le client veut ça, le client est un, il exige ça, il voudrait ça, etc., etc. Et à un moment, je pense que pour beaucoup de collaborateurs, le client, ça commence à leur peser. Je pense que écouter le collaborateur au même niveau que le client, ça permet d'avoir des jugements beaucoup plus nuancés. Et Dieu sait si la nuance est importante dans les constats qu'on doit faire aujourd'hui. Plus c'est nuancé, plus c'est qualitatif, c'est évident. Et mettre ces deux points de vue en miroir, c'est clé. Ça permet plein de choses et ça permet d'avoir souvent des diagnostics beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches, qui embarquent le point de vue du collaborateur. Et donc forcément, quand vous restituez ces points de vue, ces diagnostics aux collaborateurs, le fait de les avoir déjà interrogés, excusez-moi, ça rend ces diagnostics beaucoup plus pertinents, beaucoup plus intéressants, parce que ça embarque deux points de vue. Et forcément, en embarquant deux points de vue, vous arrivez à des plans d'action qui sont beaucoup plus pertinents à la fin, bien évidemment. Donc, les champions ne se contentent plus juste d'écouter scrupuleusement leurs clients, bien sûr qu'ils continuent à le faire, bien sûr que c'est clé, etc. Mais ils écoutent en parallèle leurs collaborateurs et ils font ces rapprochements, bien évidemment. Cinquième chose, cinquième méthode de travail, ça consiste à soigner les feedbacks aux collaborateurs. Je suis stupéfait de voir à quel point les meilleures entreprises ne se contentent pas de faire des restitutions PowerPoint, mais elles en font presque des shows. Je me souviens du meilleur exemple que j'ai vu, c'était pour Leroy Merlin il y a 4 ans, où on restituait quasiment une de nos premières expériences, une première restitution de mise en miroir de l'expérience client et collaborateur. Et on présentait aux 400 responsables de managers de magasins Leroy Merlin de France, qui étaient tous réunis dans la salle. Et la restitution s'était faite en 2 temps. Premier temps, j'avais fait en 45 minutes, 1 heure, une restitution PowerPoint classique. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà de cette restitution qui posait les cas, qui donnait les chiffres, etc., c'est que derrière, on avait, avec les équipes de Leroy Merlin, briefé une troupe de théâtre d'improvisation sur les interactions clés qu'on avait fait émerger de l'étude. Et la troupe de théâtre d'improvisation avait été bombardée de verbatim, etc., nourrie au verbatim pendant 48 heures avant cette présentation. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'après les 45 minutes, 1 heure de présentation PowerPoint classique, ils étaient arrivés sur scène et ils avaient joué toutes les scènes clés qu'on avait mis en exergue dans le diagnostic. Et c'était extraordinaire parce qu'en fait, c'était le public qui était dans la salle, finalement, les managers, qui faisaient le casting de la scène, qui distribuaient les rôles. Toi, tu feras le directeur, toi, tu feras le client, toi, tu feras la femme du client, toi, tu feras, etc., etc. Toi, tu feras le vendeur, etc. Et ils jouaient les scènes. Et ce qui était très drôle, c'est que, ce qui était particulièrement impactant, c'est que tout le monde rigolait dans la salle. Ils étaient tous mais morts de rire dans la salle. Et finalement, c'était le système le plus simple, le plus impactant, le plus rapide pour leur faire passer les messages. Parce qu'une fois que vous avez rigolé un truc, c'est que vous vous reconnaissez. Et si vous vous reconnaissez, c'est que le message est passé et vous savez ce qu'il faut faire derrière. Et c'était très efficace. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai vues dans d'autres entreprises, notamment chez Maïf ou chez Air France, où ils font venir des clients avant qu'on fasse les diagnostics pour que les clients parlent de vive voix de ce qu'ils ont vécu. Et derrière, nous, on vient avec quelque chose de plus structuré, pas juste sur quelques clients, mais sur des milliers de clients. Et ça donne un poids et un relief particulier à ce genre de restitution. 2 points pour terminer. On va aller très vite. 1, les champions d'expérience client sont extrêmement attentifs à la bonne diffusion de la culture client chez eux. Il y a plein d'entreprises sur lesquelles il y a plein de
d'écran de télé sur lequel vous avez en permanence, en direct, l'évolution du NPS, l'évolution, une espèce de frise de commentaires clients, de verbatim clients qui défilent tout au long de la journée, etc. D'autres exemples, on est chez Cofidis, justement, chez Cofidis en Belgique. Et chez Cofidis en Belgique, vous êtes là, c'est la photo que vous voyez, vous êtes à la cantine de Cofidis. Et à la cantine de Cofidis, vous avez des verbatims de clients, et pas que des verbatims positifs, des verbatims positifs et négatifs de clients qui sont en permanence renouvelés. Et la cantine de Cofidis est truffée de verbatims de clients. Et finalement, c'est une façon aussi particulièrement impactante de diffuser de la voix du client, de diffuser de la culture client au sein de l'entreprise. Et ces verbatims sont en permanence renouvelés. Et je termine là-dessus. N'oubliez pas, et c'est ce que font bien sûr les champions, il faut mesurer encore et encore. C'est clé. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas ne pas mesurer ce que vous faites en matière d'expérience client. Il faut mesurer encore et encore. Pourquoi ? Parce que si vous ne mesurez pas, vous serez incapable de montrer un an après les progrès que vous avez fait faire à l'expérience client chez vous. Donc, si vous n'avez pas montré les progrès, ben, vous aurez du mal à dégoter des budgets pour l'année 2. Donc, il faut absolument avoir mesuré en année 0, puis en année 1, pour avoir du budget en année 2 et en année 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, deuxième chose, il faut mesurer, d'abord pour vous assurer que vous allez dans le bon sens, mais aussi, surtout pour montrer aux équipes qu'on fait des progrès. Et je pense que c'est eux qui travaillent sur le terrain. Et si vous n'êtes pas capable de leur montrer par des chiffres, par des choses concrètes, qu'il y a des progrès qui sont faits, eh ben, vous aurez du mal à les motiver pour les 4 chantiers de l'année d'après. Donc, il faut absolument mesurer parce que, 1, ça vous permet de décrocher des budgets, et 2, ça vous permet de motiver vos équipes en interne parce que c'est en leur montrant les progrès qui sont faits qu'ils voudront faire plus, encore plus, les années d'après. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis un peu en retard, malheureusement, mais voilà, de façon très complète, un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous et sur ce retour d'expérience.